édition sur Monaco Info. Tout de suite, les titres. La traditionnelle réunion annuelle de la direction du tourisme et des congrès pour faire le bilan de l'année écoulée et les prévisions pour celle à venir. Le nouveau chef économiste de Coface, Julien Marsili, était l'invité de la conférence de la CDE. Focus sur l'exposition Plastic Fishes du musée océanographique. Retour sur la générale d'une œuvre exceptionnelle qui s'est tenue ce lundi à l'Opéra Garnier. Il s'agit d'un rendez-vous devenu traditionnel. Chaque année, la direction du tourisme et des congrès organise une grande réunion afin d'évoquer le bilan de l'année précédente, l'occasion aussi de fixer la feuille de route pour l'année qui commence. Sandrine Nègre était au Grimaldi Forum pour assister à cet événement. Difficile de trouver un jour sans que Monaco ne soit évoqué lors d'événements organisés aux quatre coins du monde ou de simples échanges. Il faut dire que la direction du tourisme et des congrès multiplie les actions. Plus de 180 opérations ont par exemple été menées tout au long de 2014 pour assurer la promotion de la destination Monaco. 2014 ou 12 mois dont le bilan est sans équivoque. Une année remarquable, en fait, une année de record, puisque à la fois en taux d'occupation et en revenu par chambre disponible, qui est le critère d'occupation et de succès des hôtels, nous avons battu les records. 2014 a été la meilleure année. Un peu plus de 65% d'occupation hôtelière et un tourisme d'affaires en hausse. Et voici les pays d'origine des visiteurs les plus représentés. Grande-Bretagne, France, Italie, Russie et États-Unis. L'Australie n'est pas très loin sur cette liste avec une progression spectaculaire de plus de 37% en 5 ans. Si les 52 personnes basées au siège de la DTC à Monaco sont très actives, les actions effectuées par celles qui travaillent dans les 10 bureaux qui se trouvent dans le monde le sont aussi. Certains sont tout jeunes et ont ouvert leurs portes au début de l'année 2015. Celui situé au Brésil, par exemple. Autre nouveauté, celui de Singapour, qui assure aussi la promotion de la destination Monaco dans bien d'autres pays d'Asie, comme la Chine, la Corée du Sud ou encore Taïwan et la Malaisie. Les missions sont de présenter l'offre de Monaco sous une casquette officielle, qui est celle du gouvernement, à travers la direction du tourisme et des congrès, à des marchés qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été démarchés sous cette égide. Donc ça passe par tout simplement un ratissage large dans un premier temps. Il faut qu'on commence par un spectre très ambitieux et qu'ensuite on réduise au fur et à mesure que les années vont se dérouler vers une clientèle qu'on aura fidélisée et qu'on aura, identifiée comme étant celle qui intéresse le plus la principauté. Effort porté sur de nouveaux pays ou effort tout simplement maintenu, des objectifs ont été définis aussi. Fidéliser la clientèle, encore plus de nuitées, davantage de congrès médicaux, création du club des ambassadeurs de la destination Monaco. Une feuille de route a d'ailleurs été fixée et pas uniquement sur l'année 2015. Pour moi, c'est indispensable de fixer une feuille de route sur 3 ans jusqu'à la réouverture de l'hôtel de Paris. Parce que bien évidemment, l'hôtel de Paris ouvert à plein, bien sûr, le nouvel hôtel de Paris, ce sera de nouveau le vaisseau amiral de la destination. Donc il va de nouveau changer la donne et on aura un nouveau Monte-Carlo en 2018 que nous avons 3 ans pour préparer. Donc ces 3 ans-là, ils vont être dédiés à l'humain, ils vont être dédiés à l'accueil, ils vont être dédiés à comment améliorer la destination Monaco par le maximum de coopération, d'accueil, de tout ce qu'on peut offrir comme expérience Monte-Carlo. Plusieurs orientations fixées donc au cours de cette soirée interactive. Une soirée placée sous le signe de la Russie, à l'honneur cette année à Monaco, avec la troupe des Cosaques, présente également du 20 au 22 février sur le port Hercule. La CDE s'est réunie ce mardi matin pour une conférence à l'hôtel Columbus. L'invité était le nouveau économiste de Coface, Julien Marsili. Il a fait le point sur le récent colloque Risque Pays Coface qui s'est tenu fin janvier à Paris. Le reportage d'Alexandra Pani.
Investir à l'international en toute connaissance de cause. Voici l'enjeu de la Chambre de développement économique de Monaco. Depuis maintenant 9 ans, avec ses deux partenaires, la BPCA et Gramalia Assurance, la CDE invite en principauté le groupe Coface, spécialisé dans l'assurance crédit, l'occasion de faire un état de l'économie mondiale actuelle. C'est un outil essentiel pour le développement à l'étranger. Il vous permet d'avoir la température de l'économie mondiale avec un temps d'anticipation, puisque la SOFAS s'occupe essentiellement de l'endettement des entreprises en les assurant, et c'est par les défauts de paiement d'endettement que l'on voit souvent, malheureusement, les pays qui ont des difficultés. Ça va nous permettre de cibler les secteurs de ces pays qui sont en bonne santé, et ça nous permettra aussi d'éviter certains secteurs où nous pourrions avoir par la suite pour nos adhérents des problèmes de paiement ou d'arriérés de paiement. Pour la deuxième année consécutive, Julien Marsili s'est prêté à cet exercice. Il a pu dresser le bilan du récent colloque Coface qui s'est tenu à la fin du mois de janvier à Paris. C'est un message positif qui en ressort, avec une accélération de la croissance mondiale due aux économies des pays avancés. La croissance mondiale accélère. Alors certes, on est toujours loin des niveaux qu'on avait pu voir avant la crise de 2008-2009, mais au moins la croissance, d'après nous, sera plus forte cette année qu'elle ne l'était l'année dernière et encore plus forte que l'année d'avant. Alors si la croissance mondiale accélère, c'est avant tout grâce aux économies avancées, les États-Unis en tête, et puis ensuite le Royaume-Uni et la zone euro dans une moindre mesure. Et de l'autre côté, on voit de plus en plus de vulnérabilités qui proviennent des pays émergents. Mais donc au final, notre message global est quand même assez positif, même si bien sûr il y a encore énormément de risques à souligner au niveau de l'économie mondiale. Les pays émergents qui sont un peu fragilisés aujourd'hui, ce sont les grands pays émergents, ceux qu'on appelle plus communément les BRIC, donc notamment la Russie, le Brésil et puis un peu moins également la Chine. Mais de l'autre côté, comme vous le disiez, il y a d'autres pays émergents qui, à l'inverse, ne voient pas leur croissance ralentir, mais accélérer. Et donc là, je pense notamment à des pays comme les Philippines, comme l'Indonésie, comme le Sri Lanka, comme le Vietnam, sur lesquels on est aujourd'hui plus positif. L'évaluation du risque par pays était bien entendu au cœur de l'intérêt des 70 adhérents présents ce mardi matin. De nombreux pays partenaires de la principauté ont été évoqués. Le 4e forum de formation en alternance et la 9e rencontre des métiers de la banque et de la finance se tiendront ce mercredi à l'auditorium Régnier 3, destiné aux étudiants de 16 à 26 ans. Cette journée d'information a pour objectif de développer la formation en alternance en principauté et de favoriser la rencontre entre les jeunes et les entreprises. Focus à présent sur une exposition à découvrir au musée océanographique. Plastic Fishes souhaite sensibiliser le public aux dégâts de l'activité humaine sur les espèces marines. Plus de détails dans ce reportage d'Alexandra Pagny. Des filets, des sacs ou encore des bouteilles d'eau, le plastique envahit les fonds marins. C'est donc une sonnette d'alarme que souhaitent tirer les deux artistes dans cette exposition Plastic Fishes, présentée jusqu'au 12 mars au musée océanographique de Monaco. Un constat réalisé sur les plages de Galice, mais retranscrit à l'échelle mondiale. Nous avons commencé à peindre ensemble et à collecter ce plastique directement sur les plages de Galice. Ces plages, l'été, vous savez, sont magnifiques, elles sont propres, mais une fois les vacanciers partis, l'hiver venu, elles sont recouvertes de détritus, de filets que l'on peut retrouver sur les toiles. Nous les avons ramenés chez moi, c'était donc d'abord l'invasion de plastique, puis nous les avons ensuite incorporés dans nos œuvres. J'ai pu voir sur les plages de Galice en hiver de nombreux détritus, des bouteilles en plastique, des sacs. J'ai également pu me rendre compte d'un autre problème majeur qui est la surpêche. Il y a beau y avoir beaucoup de richesses dans les espèces marines, les poissons disparaissent progressivement et ce qu'il reste aujourd'hui dans nos océans sont les plastiques. C'est pour cela que j'ai choisi de travailler sur ce sujet.
La commissaire de l'exposition a été séduite par le travail à la fois scientifique et artistique de Margarita et Wolfgang. Une trentaine d'œuvres dialoguent dans cette salle de conférence, transformée en salle d'exposition pour l'occasion. Soit les artistes que moi-même, nous sommes scientifiques à l'origine et avec les artistes, on s'occupe de voir comment l'art et la science peuvent travailler ensemble pour sensibiliser le public à différents aspects qui nous concernent tous. Et M. Tretnak, il avait déjà commencé à travailler sur les aspects des poissons et surtout sur l'aspect associé à la biotechnologie. Et quand il a commencé à faire les premiers tableaux où il s'est intéressé aux aspects de la pollution de la plastique dans la mer et dans les rivières, je me suis dit, bon, pourquoi pas attaquer ces problèmes-là. Le musée océanographique a souhaité inviter l'association Arsensia qui œuvre pour le développement de l'art et de la science. L'objectif, aborder la question sensible de la pollution en mer avec l'œil d'artistes plasticiens. C'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve à travers le monde, depuis la Méditerranée où on se rend compte de son ampleur de façon de plus en plus précise, mais à travers le monde où tous les océans sont maintenant concernés jusqu'à leur cœur. Les parties les plus éloignées, les plus profondes des océans sont touchées. En tout cas, il y a un premier objectif qui est de réduire les sources de déchets, à la fois en mer mais aussi sur les continents, puisque 80% du plastique vient des continents et on ne pourra commencer à agir, à penser à dépolluer les océans qu'une fois qu'on aura coupé le robinet du plastique. Cette exposition s'inscrit dans la mission de l'établissement monégasque qui souhaite rendre plus accessibles au public les océans tout en rappelant la nécessité de les protéger. Le plastique sera donc au centre des intérêts de la Principauté ces prochaines semaines. Après cette exposition, le Yacht Club de Monaco accueillera les 10 et 11 mars prochains une conférence organisée par Tara Expéditions, Surfrider, Mava et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Je vous propose d'écouter à ce propos son directeur scientifique Philippe Mondielli. Cette exposition, c'est finalement une introduction à la conférence plastique qui aura lieu le 10 et 11 mars au Yacht Club de Monaco. Conférence qui s'intitule « Plastique en Méditerranée, au-delà du constat, quelle solution ?» Et donc tout cela est cohérent avec Tara, comme vous l'avez dit, son expédition en Méditerranée l'été dernier, qui s'est essentiellement concentrée sur la problématique du plastique. Donc nous aurons lors de cette conférence les résultats, le retour, les premières études scientifiques faites par Tara sur la problématique du plastique en Méditerranée. Et nous aurons aussi beaucoup d'acteurs, notamment des industriels, qui parleront des solutions pour essayer de supprimer ce plastique de notre environnement. Cette semaine, 2 opéras seront à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo, Paillasse et une œuvre rare, la tragédie florentine. José Sacré vous présente son reportage sur la générale de cette première à Monaco. Avec Paillasse de Leoncavallo, Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, a la bonne idée de présenter du 19 au 28 février à la salle Garnier, non pas Cavalleria Rusticana comme c'est la coutume, mais une pièce peu connue, donc une première à Monaco, une tragédie florentine d'Alexander von Zemlinsky. D'après un drame d'Oscar Wilde, une tragédie florentine, créée en 1917, est l'histoire d'un triangle amoureux original. Un négociant un peu rustre et mari négligent, Simone, interprété par Karsten Wittmoser, retrouve son aura sexuelle auprès de sa femme Bianca, Barbara Havman, parce qu'il a assassiné son rival, l'irrésistible séducteur prince de Florence, incarné par Zoran Todorovic. Après ce meurtre, sa femme lui dit avec une tendre exaltation « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais si fort ?» Il lui répond plein d'admiration « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais si belle ?» Les chanteurs étaient tous passionnés par l'idée justement
de travailler essentiellement sur la psychologie de l'acteur. Puisque c'est un peu ça, dans le fond. Il s'agit à la fois de suivre une musique qui est très belle et très symphonique en même temps, donc forte comme ça, et en même temps de trouver disons, les différentes facettes des personnages, l'étendue, le panorama de ces différents personnages, comme des comédiens. Et ça les intéressait beaucoup. Et puis il fallait éviter bien évidemment tout ce qui était stéréotype, tout ce qui était trop cliché, etc. Et donc on a, je crois, réussi à faire quelque chose qui fonctionne comme ça et qui en fait effectivement une pièce de théâtre en opéra. Cette musique-là, c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir vraiment le cast, les chanteurs qui apprennent ça, parce que pour eux, c'est très très difficile. C'est une musique qui... C'est pas comme l'opéra italien, que vous attendez la mélodie ici, la mélodie là-bas, parce que c'est très compliqué, parce que la chose intéressante de cette pièce-là, parce que c'était cette époque, c'était écrit comme ça, non? Que Schreker, c'est notre compositeur qui a écrit de la même manière, et choses comme ça. La majorité de l'expression, c'est pas sur la scène. Sur la scène, le chanteur parle. Il chante, bien sûr, mais c'est le texte, les mots. Toute l'émotion, c'est dans l'orchestre. Et là, c'est compliqué parce que de faire cette connexion entre une chose et les autres, le public ne rend pas compte parce que le public, il voit, c'est un spectacle. Non? C'est presque la même manière comme Capriccio de Richard Strauss. Parce que là, c'est une pièce que le chanteur parle. Avec les notes, mais le chanteur parle. C'est une discussion. Ici, Zemlinsky, c'est exactement la même chose. Il est l'heure à présent de passer en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Mercredi, le temps poursuivra son amélioration. Le vent venu d'Italie continuera de souffler, mais moins fort que les jours précédents, chassant les nuages et permettant ainsi aux éclaircies d'être plus présentes dans le ciel monégasque. Jeudi, le temps sera calme et le soleil de retour pleinement. 15 degrés pour les maximales affichées au thermomètre. Vendredi, une journée plus mitigée avec un ciel bien bleu le matin, s'assombrissant en cours de journée et la pluie interviendra en fin d'après-midi. Au programme de samedi, une nouvelle dégradation du temps, de nombreux nuages et des averses accompagnés de températures en baisse. Elles n'atteindront pas plus de 11 degrés. Cette édition est à présent terminée. Comme chaque semaine, je vous laisse maintenant en compagnie de José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine. À bientôt.